Et justement... Le caca! Pour exister, il suffit de se laisser aller à être. Mais pour vivre, il faut être quelqu'un. Pour être quelqu'un, il faut avoir un os. Ne pas avoir peur de montrer l'os et de perdre la viande en passant. L'homme a toujours mieux aimé la viande que la terre des eaux. Et qu'il n'y avait que de la terre et du bois d'os, et il lui a fallu gagner sa viande. Il n'y avait que du fer et du feu, et pas de merde. Et l'homme a eu peur de perdre la merde, ou plutôt, il a désiré la merde. Et pour cela, sacrifié le sang. Pour avoir de la merde, c'est-à-dire de la viande, là où il n'y avait que du sang et de la ferraille d'ossement, et où il n'y avait pas à gagner d'être, mais où il n'y avait qu'à perdre la vie. O rece modo to e dire disata o dari da padera coco. Là, l'homme s'est retiré, et il a fui. Alors, les bêtes l'ont mangé. Ce ne fut pas un viol, il s'est prêté à l'obscène repas. Il y a trouvé du goût. Il a appris lui-même à faire la bête et à manger le rat délicatement. Et d'où vient cette abjection de saleté? De ce que le monde n'est pas encore constitué? Ou de ce que l'homme n'a qu'une petite idée du monde et qu'il veut éternellement la garder? Cela vient de ce que l'homme, un beau jour, a arrêté l'idée du monde. Deux routes s'offraient à lui, celle de l'infini dehors, celle de l'infime dedans. Et il a choisi l'infime dedans, là où il n'y a qu'à presser le rat, la langue, l'anus ou le gland. Et Dieu lui-même a pressé le mouvement. Dieu est-il un être? S'il en est un, c'est de la merde. S'il n'en est pas un, il n'est pas. Or, il n'est pas. Mais comme le vide qui avance avec toutes ses formes, dont la représentation la plus parfaite est la marche d'un groupe incalculable de morpions. Vous êtes fou, monsieur Artaud. Et la messe? Je renie le baptême et la messe. Il n'y a pas d'acte humain qui, sur le plan érotique interne, soit plus pernicieux que la descente du soi-disant Jésus-Christ sur les autels. On ne me croira pas. Et je vois d'ici les haussements d'épaules du public. Mais le nommé Christ n'est autre que celui qui, en face du morpion Dieu, a consenti à vivre sans corps, alors qu'une armée d'hommes descendus d'une croix, où Dieu croyait l'avoir depuis longtemps cloué, s'est révoltée et bardée de fer, de sang, de feu et d'ossements avance, invectivant l'invisible, afin d'y finir le jugement de Dieu. Bonsoir, vous écoutez Radio Campus, l'émission Écho dans la nuit, qui a démarré sur le chapeau de roue avec l'interprétation du 3e chapitre de Pour en finir avec le jugement de Dieu par Antonin Artaud, interprété par le comédien belge Olivier Seux avec l'accent parisien. Nous allons enchaîner avec un texte de Berdyaev Nicolas Berdyaev, extrait de L'inégalité, et je vais enchaîner avec 2 poèmes d'Aragon.
Je veux opposer la liberté de l'esprit humain au chaos des ténèbres élémentaires qui font retourner la société à la barbarie, mais l'opposer aussi au système simplificateur, utopiste, rationaliste, matérialiste. La passion égalitaire provoque toujours un abaissement du niveau de la personne humaine. La démocratie, idéologie des quantités, ne peut manquer de conduire au règne des pires et non des meilleurs. La qualité, elle, est fonction d'un ordre de l'inégalité. C'est par la culture, et non par la politique ni par l'économie, que la société atteint ses fins. Or, il y a dans le monde un conflit et une incompréhension tragique entre l'homme qui aspire à la liberté créatrice et la masse qui veut la satisfaction mécanique des besoins. Et tous deux sont moteurs de notre destinée. La solution nous est-elle apportée par la raison qui triomphe dans le système étatique? La guerre est une réfutation expérimentale de la conception rationaliste de l'histoire. Alors, l'anarchie, elle est un homicide, tout comme l'est le socialisme, car détruire la structure hiérarchique du cosmos historique, c'est détruire l'histoire, et non pas la faire. Ni de gauche, ni de droite, je veux que commence un mouvement vers ce qui est élevé et profond. C'était un texte extrait de l'Inégalité, donc, comme j'ai dit, de Berdyaev. Je rappelle que vous pouvez suivre l'émission en direct en rejoignant la page Facebook de l'émission à l'adresse facebook.com/écho dans la nuit, écho au pluriel. Vous pouvez laisser sur la page, comme l'a fait Vincent, des suggestions de textes que vous désirez que j'interprète sur antenne ou que je fasse interpréter à quelqu'un sur antenne. Si possible, envoyez les liens avec ou, à la limite, faites parvenir un livre à la radio. Je donnerai l'adresse un peu plus tard. À présent, je vais vous lire « J'arrive où je suis étranger » de Louis Aragon. Rien n'est précaire comme vivre. Rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre pour le givre et pour le vent être léger. J'arrive où je suis étranger. Un jour tu passes la frontière. D'où viens-tu? Mais où vas-tu donc? Demain qu'importe et qu'importe hier. Le cœur change avec le chardon. Tout est sans rime ni pardon. Passe ton doigt là sur ta tempe. Touche l'enfance de tes yeux. Mieux vaut laisser basses les lampes. La nuit plus longtemps nous va mieux. C'est le grand jour qui se fait vieux. Les arbres sont beaux en automne. Mais l'enfant, qu'est-il devenu? Je me regarde et je m'étonne de ce voyageur inconnu, de son visage et ses pieds nus. Peu à peu, tu te fais silence, mais pas assez vite pourtant pour ne sentir ta dissemblance, et sur le toi-même d'antan, tomber la poussière du temps. C'est long, vieillir au bout du compte, le sable enfoui entre nos doigts. C'est comme une eau froide qui monte, c'est comme une honte qui croît. Un cuir à crier qu'on corroie. C'est long d'être un homme, une chose. C'est long de renoncer à tout. Et sens-tu les métamorphoses qui se font au-dedans de nous? Lentement, plier nos genoux,
Ô mer amère, mer profonde, quelle est l'heure de tes marées? Combien faut-il d'années secondes à l'homme, pour l'homme abjuré? Pourquoi? Pourquoi c'est si magré? Rien n'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre pour le givre, et pour le vent être léger. J'arrive où je suis étranger. Les larmes se ressemblent, de Louis Aragon. Dans le ciel gris, des anges de faïence. Dans le ciel gris, des sanglots étouffés. Il me souvient de ces jours de Mayence, dans le Rhin noir, pleuraient des filles fées. On trouvait parfois, au fond des ruelles, un soldat tué d'un coup de couteau. On trouvait parfois cette paix cruelle, malgré le jaune vin blanc des coteaux. J'ai bu l'alcool transparent des cerises. J'ai bu les serments échangés tout bas. Qu'ils étaient beaux, les palais des églises. J'avais 20 ans, je ne comprenais pas. Qu'est-ce que je savais de la défaite quand ton pays est amour défendu? Quand il te faut la voix des faux prophètes pour redonner vie à l'espoir perdu. Il me souvient de chansons qui m'émurent, il me souvient des signes à la craie qu'on découvrait au matin sur les murs, sans en pouvoir déchiffrer les secrets. Qui peut dire où la mémoire commence? Qui peut dire où le temps présent finit? Où le passé rejoindra la romance? Où le malheur n'est qu'un papier jauni? Comme l'enfant, surpris parmi ses rêves, les regards bleus des vaincus sont gênants. Le pas des pelotons à la relève faisait frémir le silence régnant.
Voilà, vous venez d'entendre Ancient Ship, le nouveau morceau du dernier album de mon groupe d'ambient, Transient and Eerie, et vous pourrez trouver le lien vers le Bandcamp sur la page Facebook de l'émission radio, donc facebook.com/écho dans la nuit, écho au pluriel. Vous écoutez Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Je vais poursuivre l'émission avec une première. Il s'agit de la lecture d'une histoire vraie. En quoi est-elle particulière ? En ce sens que elle a un aspect inexplicable. Et donc la personne qui m'a confié ce texte est une personne que je connais bien et que donc je suis certain n'a pas inventé cette histoire. Et je vais donc vous la lire tout simplement, de façon bien sûr anonymisée, pour ne pas resituer les personnes impliquées. Je viens de vivre une expérience un peu déroutante, comme une sorte de passage dans un monde éthéré. J'ai été tout à l'heure chez un fournisseur avenue la rue derrière et qui ne figure pas sur les GPS. La patronne de la boîte me dit au téléphone, 3e étage, code Je rentre dans le bâtiment, appelle l'ascenseur, appuie sur 3. Le parcours me semble anormalement long. L'ascenseur s'ouvre et j'arrive dans un couloir sans lumière. Les interrupteurs ne fonctionnent pas. Je mets l'appli lampe torche de mon téléphone pour voir où je suis. Je vois des couloirs vides, manifestement en travaux, laissés à l'abandon. Pas de porte, et encore moins un pavé numérique pour y introduire le code. Du coup, je me dis que j'ai dû taper le mauvais étage dans l'ascenseur. Je prends mon GSM du boulot pour appeler mon contact. 0 réseau sur les 2 téléphones. Je descends un étage par un escalier lugubre et sans lumière, et j'arrive à un étage similaire, également en travaux, abandonné. Pas un bruit, pas de lumière. À la fois inquiet de cette prise au piège, mais excité par la situation déroutante, je décide de monter 2 étages par les escaliers. J'arrive dans un couloir manifestement bien entretenu. Une porte à ma droite avec un pavé numérique. Je me dis, alléluia, c'est ici. J'encode les 4 chiffres, mais rien ne se passe. J'active la poignée, mais la porte blindée reste fermée. Je refais le code, toujours à la faveur de ma lampe torche virtuelle, mais rien n'y fait. Je toque, pas un bruit. Je me redirige vers l'ascenseur, l'appelle. Il met un temps fou à revenir. Je rentre dedans, remets le 3e étage et je me retrouve dans ce couloir en travaux, sans vie. Je retourne dans l'ascenseur, appuie sur 0 et un soulagement m'envahit quand je revois le hall d'entrée avec la lumière du jour. Chose étrange, un mec est en train de nettoyer, manifestement depuis plus d'1 quart d'heure, vu l'avancée des travaux, mais il n'était pas là quand je suis arrivé. Il me regarde et me dit avec un accent de l'Est, « Madame vous cherche ». Je lui demande où elle est et il se dirige vers la porte pour ressortir. Appuie sur le bouton, mais la porte ne s'ouvre pas. Il appuie alors sur un autre bouton, comme sorti de nulle part, et la porte s'ouvre. Mon contact est dehors. Il me voit. Elle me dit « J'ai cru que tu étais un fantôme.
Je t'ai eu au téléphone et puis plus rien. C'est une très superstitieuse. Je lui épargne mon aventure et lui dis juste que j'ai mis le code sur la porte, mais que ça ne fonctionnait pas. Là, elle me dit que le code, c'est pour la porte du hall d'entrée, pas le du troisième. Là, je lui dis que j'ai pu rentrer sans mettre de code dans ce hall. Elle me regarde avec des grands yeux et fait le code pour retourner dans le hall où le mec nettoie. Bizarrement, il n'est plus là. On va dans l'ascenseur. Elle appuie sur 3, exactement comme moi. On arrive à un niveau que je n'avais jamais vu, un couloir avec des teintes complètement différentes de ce que j'avais alors vu. On entre dans l'appartement et aucun pavé numérique n'est sur la porte. La réunion se passe. Plusieurs heures après, je prends congé. Elle me dit que dans la rue, elle m'ouvrira à distance, la gate de gauche. Je sors de l'appartement, me retrouve devant cet ascenseur, un sourire ironique aux lèvres. Je l'appelle, rentre dedans, appuie sur 0. La porte se ferme d'un coup, comme si quelqu'un l'avait poussée du côté. J'arrive au 0. La porte reste fermée. Je la force avec ma main. Elle s'ouvre sans poser de problème et je me retrouve dans le hall. Je sors du bâtiment, me mets face à la grille de gauche. J'attends. Rien ne se passe. Au bout d'un moment, la gate de droite s'ouvre. Je m'en vais. Un peu sonné, mais quelque peu amusé de savoir qu'il y a certainement une explication logique à tout ça.
Vous écoutez Écho dans la nuit sur Radio Campus, émission de lecture et de déclamation avec le live mix après minuit 30. C'est-à-dire que je mixe tous ces sons en live, en direct, avec un programme dédié. J'espère que vous trouvez que ça convient par rapport au texte. Le dernier texte que j'ai lu, il s'agit d'un témoignage, une histoire vraie, de quelque chose qui présente, d'une anecdote peut-être inexpliquée. Je vais enchaîner avec une lecture d'un livre assez ancien, du siècle, pas le dernier, ce qu'on suit encore avant, intitulé « Voyage d'une femme au Spitzberg ». Donc Spitzberg, c'est une île encore plus au nord que le Groenland, qui est une espèce d'île à présent plus ou moins internationale. Mais à l'époque, c'était très rare pour une femme de voyager seule, et donc surtout en carriole avec des chevaux. Et donc je vais vous lire 2 extraits sur suggestion de Vincent, qui a posté des suggestions sur la page Facebook de l'émission, facebook.com/écho dans la nuit. Notre bizarre petit postillon nous déposa au milieu d'une sorte de village, composé de 7 ou 8 maisons soutenues en l'air comme par enchantement. Elles étaient élevées aux 4 angles sur des piliers de pierre, et le ciel, qu'on apercevait par échappées sous la base de ces habitations, produisait le plus singulier effet. Cet exhaussement fort bien entendu a pour objet de garantir les maisons contre l'amoncellement des neiges pendant l'hiver. Ce village, nommé Toffle, le seul que nous eussions rencontré depuis 3 jours, est le but pieux des pérégrinations des habitants des gardes environnants, parce qu'il possède une église bâtie en bois, peinte en gris et surmontée de l'invariable clocher carré, ayant forme de guérite. Autour de l'église, de grandes lames de pierre posées à terre indiquent les tombes d'un cimetière. Rien de plus morne que ce grand bâtiment disgracieux, ce sol aride et ces pierres grises, ce ciel de la même nuance, tout ce tableau de la même teinte froide et uniforme. L'âme en emporte une impression profondément triste. Ce hameau sert de confin au chemin praticable. On y prend 2 chevaux de renfort pour tenter les pentes escarpées du Dovre, puis on s'enfonce dans ces gorges redoutables. Alors, la végétation cesse. Le printemps, qu'on a vu s'épanouir 20 lieues plus bas, disparaît et fait place à l'hiver. Pas une feuille aux arbres, pas un coin de terre égayé par l'herbe verte. Et nous sommes en juin, des buissons noirs et hérissés hors de la route, et quelques arbres rabougris se pelotonnent sous leur enveloppe de neige. De temps en temps, des troncs d'arbres tortueux, tombés en travers de la route, nous barraient le passage, ainsi que d'énormes serpents, et de grosses pierres verdâtres, à moitié cachées dans des mares d'eau bourbeuses, me paraissent être de monstrueux crapauds. Un moment, je crus apercevoir au milieu de la route un spectre à demi sorti de son linceul, allongeant de chaque côté ses grands bras décharnés. C'était un bouleau dont le tronc était encore enseveli sous la neige et dont les branches noircies s'étendaient vers nous.
Ces gorges ont des aspects d'un lugubre très varié. Quelquefois, nous passions des défilés étroits entre des pans de neige de plus de 50 pieds de haut. Puis, la route s'élargissant, nous voyions bondir de toutes parts des cascades si nombreuses et si effroyablement bruyantes que, quelle que fût la manière dont on cria, il était impossible de s'entendre les uns les autres. Le pâle crépuscule du nord glissait ses lueurs ternes et incertaines sur ces sombres tableaux et y ajoutait je ne sais quelle mystérieuse horreur. Pendant quelques lieues, je pus me borner à observer tout à mon aise et me laisser aller à une rêverie tenant un peu du cauchemar. Mais il vint un moment où je dus prendre plus activement ma part des tribulations de notre petite caravane. En approchant des cimes du Dovrefjeld, la couche de neige de la route s'était peu à peu épaissie et, lorsque la voiture en eut jusqu'au-dessus des roues de devant, il devait être impossible de lui faire un pas de plus sans l'alléger. Sur les observations du guide, tout le monde descendit et je dus ainsi continuer la route à pied. La chose n'était pas facile. La neige, amollie par quelques douces journées, n'avait plus aucune consistance. On y enfonçait jusqu'aux genoux, et souvent l'endroit où on posait le pied se détachait d'un seul bloc, et on allait rouler dans quelques crevasses, heureusement peu profondes. Pendant 2 lieues, il nous fallut lutter à chaque pas contre ces petites avalanches, et nous arrivâmes à Fogstuen, gare située sur un des plateaux les plus élevés du Dovre, dans un état d'épuisement complet. Je dus faire comme tout le monde, me réconforter avec un verre d'eau-de-vie de grain qui me fit l'effet du meilleur nectar du monde. Assez près de Fogstuen, plusieurs cascades se rencontrent et forment un beau et large torrent dont on nous avait vanté les sinuosités pittoresques. Nous le cherchâmes sans le trouver. Bien plus, notre guide fut longtemps à découvrir le pont de bois sur lequel nous le devions traverser. Poteaux indicateurs, torrent, pont, tout était enseveli sous la même couche de neige. Cependant, il fallait avancer. Après un minutieux sondage, le pont fut reconnu et la voiture passa. Arrivés sur l'autre bord, nous vîmes à 10 pas de nous le grand poteau désignant la tête du pont. Le guide s'était trompé, nous venions de passer sur un pont de neige. Je me sentis pâlir, en comprenant l'imminence du danger auquel nous venions d'échapper. L'idée d'être englouti sous cette montagne de neige et de périr étouffé dans cette eau glacée, sous cette sombre voûte, m'inspirait un indicible effroi. Nous suivîmes ce perfide torrent pendant encore environ 100 toises, le devinant sans l'apercevoir. Enfin, par une large crevasse, je pus sonder la profondeur de l'abîme où nous devions être engloutis. J'allais le regarder de près. L'eau coulait sous une voûte de neige de plus de 40 pieds d'épaisseur. Fogstuen se réduit à 2 chétives cabanes, placées là seulement afin de loger pendant l'été des chevaux à la disposition des voyageurs. L'hiver, les paysans descendent dans les vallées, ces latitudes du Dovre étant alors complètement inhabitables. À quelques pas de ce maigre petit garde, la montagne est magnifiquement fendue, du haut en bas, comme par le tranchant d'une épée surhumaine. Et du point le plus élevé de sa crête s'élance une prodigieuse cascade qui, malgré son immense nappe d'eau,
est transformée en vapeur avant d'arriver au fond du précipice. On ne saurait imaginer un point de vue d'une sauvagerie plus superbe. La pensée et le regard restent interdits devant de tels spectacles. Ils payent de toutes les fatigues, dédommagent de tous les dangers, et créent dans la mémoire des souvenirs précieux et ineffaçables. À Foxtune, on en a fini avec les escarpements. Jusqu'à Jerking, on n'a traversé qu'un plateau large d'une dizaine de lieues. À peine a-t-on quitté le Garde, on ne voit plus devant soi qu'une immense plaine. Nous fîmes ce trajet avec une rapidité magique. Les chevaux de Foxtune, excités par un long repos, s'emportèrent et prirent une allure effrénée. À notre gauche s'étendait un lac immense, encore glacé. À notre droite, la plaine de neige déroulait à perte de vue ses ondulations imperceptibles et son implacable blancheur. Des poteaux, destinés à fixer les limites du chemin, rompaient seuls, de loin en loin, la rigidité de la ligne de l'horizon. Ces poteaux, peints en rouge et surmontés d'une barre transversale, avaient l'apparence sinistre de potence. Nous courions avec une légèreté de fantôme à travers cet étrange pays, changeant de place sans changer d'horizon, ce qui donnait à notre course une apparence surnaturelle. Je ne pouvais me lasser de regarder autour de moi, et je voyais toujours la neige, toujours les eaux immobiles du lac, toujours les poteaux couleur de sang. Peu à peu, cette espèce d'enfer glacé s'anima. Je vis du feu sortir de dessous les pieds des chevaux. Les poteaux remuèrent lentement leurs grands bras et s'approchèrent de la voiture. De grandes chouettes blanches volèrent près de mon visage, me regardant avec leurs horribles yeux fixes et presque humains, en poussant des cris d'enfants qu'on égorge. Une terreur invincible s'empara de moi. Je restais immobile, silencieuse, les yeux grands ouverts, la poitrine oppressée, ne sachant si je rêvais, si je vivais, ou si j'étais transporté hors du monde réel. À 6 heures du matin, j'arrivai à Jerkind. On me porta dans un lit. J'avais une fièvre ardente et un délire complet. Jerkind est un garde considérable et riche. Il sert de point de ralliement aux rares voyageurs qui entreprennent l'ascension du Snehatten, chapeau de neige, un des pics les plus élevés du Dovrefield. Les habitants de Jerkind, à force d'industrie intelligente, sont parvenus à établir dans ce lieu privé de toute espèce de ressources un campement presque confortable.
la veille du jour où je devais quitter Drontheim et m'embarquer pour Hammerfest, on me conseilla de faire une excursion aux cascades de l'Airfoss, situées à quelques lieues de la ville. Je partis donc de grand matin, malgré une petite pluie fine et froide, d'assez mauvais augure. Autour de Drontheim, les routes sont faites d'après le système russe, avec des trônes de sapins posés à côté les uns des autres et formant un plancher grossier et inégal. Comme les arbres ne sont même pas équarris, on est secoué de la plus rude manière. Lorsqu'on rencontre des endroits où les arbres sont pourris, on a alors à traverser de véritables fondrières et le fatigant se transforme en dangereux. Lorsqu'on arrive à l'Airfoss, la vue de la cascade paye bien des chaos du trajet. Représentez-vous une rivière entière tombant en une seule nappe de plus de 80 pieds de haut et venant se briser au milieu de rochers de basalte noir contre lesquels elle bouillonne avec une rage magnifique. Les impassables rochers lui présentent leur dos arrondi, rendu par l'eau luisant et moiré, et semblent de gros poissons endormis sur le sable. Sous cette forme paisible, ils offrent à la cascade une résistance qui l'oblige à diviser ses eaux en plusieurs petits torrents dont la course se continue agitée et bruyante pendant quelques centaines de pas. Puis tout se calme, la rivière a retrouvé un nouveau lit et reprend ses allures tranquilles. Au bord de l'eau, au-dessus même de la chute, on a établi une fonderie de cuivre. La cascade fait marcher les grandes roues des machines. L'homme a utilisé sa violence. Il profite de sa furie. J'ai visité cette fonderie. J'y ai vu en mouvement toutes ces effroyables choses qu'on nomme des mécaniques, véritables bêtes de la création de l'homme, puissantes, redoutables, autant que les plus terribles monstres. Ce qu'il s'agitait là de scies, de roues, d'engrenages, de marteaux, je ne saurais le dire. J'ai seulement été effrayé par une effroyable machine dont la tête, munie d'un tranchant, coupait avec un mouvement doux et régulier des barres de cuivre plus grosses que des troncs d'arbres. Au milieu de tout cela, s'agitait un peuple d'hommes noirs et demi-nus, qui, éclairés par les flamboiements rougeâtres des fournaises, avaient bien l'air des démons de cet enfer. Les coups redoublés des marteaux, les grincements des scies, les plaintes des roues, les pétillements des brasiers. Les bouillonnements du métal en fusion, tout cela formait un inexplicable fracas, sans cesse dominé par le bruit assourdissant de la cascade. Cette voix, continue et formidable, qui mugissait au dehors, c'était la protestation constante de la création éternelle de Dieu contre la création éphémère de l'homme. À la fonderie, on me conseilla de rejoindre l'autre chute d'eau par un sentier tracé au bord de la rivière. La pluie avait cessé.
Le sentier s'ouvrait devant moi, tout couvert d'herbes touffues, étoilées de pâquerettes et de boutons d'or. Une broussaille bien verte jetait ses branches capricieuses autour du tronc lisse de quelques bouleaux. À vrai dire, c'était un charmant sentier. Mais le ciel était bien noir. La prudence me disait « monte en voiture ». Ma fantaisie me disait « prends le sentier ». Je pris le sentier. Au bout de 10 minutes, la pluie recommença. Au bout de 20, elle tomba à torrents et entraîna par sa violence le talus où s'appuyait le sentier du côté de la rivière. Ma promenade se changea alors en une fatigue intolérable et devint presque un supplice. Le sentier défoncé et glissant se fit impraticable. Je tombai dans une boue d'où je ne pouvais parvenir à m'arracher. Mes vêtements mouillés vinrent ajouter à mes peines. Ma robe, une vieille robe de velours que j'avais mise à cause du froid, se gorgea tellement d'eau que je ne pus plus la porter et qu'elle me priva de remuer les jambes. J'arrivai à me traîner comme une limace, afin de ne pas glisser dans la rivière. Je m'accrochais aux plantes et aux branchages, mais tant d'efforts épuisèrent mes forces. Cette pluie persistante me glaça, et il vint un moment où, renonçant à sortir de ce sentier interminable et maudit, je m'assis dans la boue en pleurant de rage. Heureusement, mon cocher avait eu l'esprit de venir au-devant de moi par la grande route avec du monde de la fonderie. Il me découvrit dans ma détresse. On m'enveloppa d'un manteau. Je pris le bras d'un robuste paysan, muni d'un long bâton ferré, et, après 2 ou 3 chutes moins dangereuses que les précédentes, je pus regagner la voiture. Inutile d'ajouter que je ne songeais pas à aller admirer l'autre cascade de l'Airfoss, et que je donnai l'ordre de me ramener au plus vite à Drontheim. J'arrivai à l'hôtel à 10h du soir, à moitié morte de fatigue et de froid. Les misères de cette journée ne se terminèrent pas là. Je devais m'embarquer le lendemain pour Hammerfest. En mon absence, mes caisses avaient été transportées à bord. Je n'avais plus rien à ma disposition pour me changer. Pas de robe, pas de chaussures, rien absolument. Je dus, après m'être débarrassé, à force d'ablution, de la couche de terre glaise qui faisait de moi une sorte de statue, me draper dans un drap de lit, me chausser de serviettes et passer la nuit à blanchir et à sécher mes vêtements. Je dois être entièrement inaccessible aux pleurésies, puisque je n'en ai pas gagné une fois. Puisque je n'en ai pas gagné une cette fois-là. Adieu, je repars encore. Vous n'aurez plus maintenant de mes nouvelles que datées du Cap Nord. Voilà, il est 1h passée de 4 minutes. Vous écoutez Radio Campus, excusez-nous pour les petits problèmes techniques avant le début de mon émission et un petit problème technique pendant le live mix. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, donc ce dimanche qui vient, à minuit, pour une nouvelle émission en direct de littérature et de lecture. N'hésitez pas à poster des suggestions de textes que vous voudriez entendre sur antenne sur la page Facebook de l'émission, facebook.com/écho dans la nuit avec
S.A.E.C.O. Dimanche prochain marquera le retour de Anne Versailles pour interpréter le 4e chapitre de Pour en finir avec le jugement de Dieu par Antonin Artaud, dans le cadre du cycle Antonin Artaud, qui est mis à l'honneur pour son anniversaire qui était le 4 septembre sur 5 semaines. Je tiens à rappeler que les textes d'Antonin Artaud sont interprétés de façon strictement littéraire et sans aucune prétention religieuse ou politique. La semaine suivante, je clôturerai en ouverture d'émission Pour en finir avec le jugement de Dieu avec le dernier chapitre. Je vous donne donc rendez-vous dimanche à minuit. Je vous souhaite une excellente nuit, une très très bonne semaine et à bientôt.